on va garder les images. Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Séauger, vous êtes avec moi. Ça n'a rien à voir avec le panel américain, mais je veux vous entendre. On se souvient tous où on était le 6 décembre 89, donc Michel Séauger. Chaque année, cette cérémonie-là, et quand l'année en plus tombe un 35 ans ou un 30 ans, un 25 ans, on a encore l'impression qu'il faut en parler davantage pour ne pas oublier. Et cette cérémonie-là est vraiment très, très bien faite, Michel. Oui, il ne faut pas que ça arrête. On a créé un certain nombre de symboles, les faisceaux lumineux, des choses comme ça, la rose blanche, évidemment. Il ne faut pas que ça arrête. Il ne faut pas qu'on oublie dans l'histoire du Québec ce jour-là, qui est un jour extrêmement malheureux, extrêmement triste, mais qui il faut que ça marque un avant et un après. Je pense que on a été beaucoup plus conscient de certaines choses depuis. Cela dit, moi, je suis très heureux qu'on ouvre un autre faisceau lumineux pour les féminicides parce que ça, c'est encore un problème. Ça n'est pas une affaire réglée dans la société québécoise. Et c'est peut-être trop demandé que ça le soit, mais il faut vraiment ne jamais oublier ces choses-là, puis avoir les moyens d'agir. Je pense que les pouvoirs publics sont conscients de ça, en tout cas. Oui, et Catherine Loubier, pour les femmes d'une autre génération aussi, c'est ça que ça veut dire ne pas oublier. C'est pas juste une formule. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas connu ce drame, Catherine. Monsieur François Legault, premier ministre. Oui, absolument. C'est pas mon cas puisque j'étais en résidence là, au collège, juste en bas de la rue quand c'est arrivé. Donc, c'est marqué dans ma mémoire et celle de mes collègues étudiantes à cette époque-là. Mais oui, il y en a qui n'ont pas été là pour cette tragédie et c'est tellement important de se rappeler, de marquer une fois par année l'histoire avec ce souvenir-là et la leçon qui en ressort pour lesquelles les femmes ont payé de leur vie. Oui. Raphaël, c'est le genre de cérémonie qui devient donc important, qui marque une société. C'est des passages obligés, puis on le fait sans être obligé de le faire, justement. Et ne s'en rappelant pas nécessairement dans tous les cas, étant le cadet du groupe, contrairement à Michel et Catherine, j'avais 6 ans à l'époque, donc je ne prétendrai pas me souvenir où j'étais, je peux simplement partager mes sympathies. C'est très bien. Ça ne me bien. rajeunit pas? Oui, il est très jeune, Raphaël. Alors, on va quand même parler des États-Unis un peu. Je vais vous faire réentendre parce qu'à cette heure-ci, la semaine dernière, on apprenait que l'avion du premier ministre Trudeau arrivait en Floride pour aller manger à Mar-a-Lago. On va écouter, on l'a fait un peu hier, mais Doug Ford et Danielle Smith de l'Alberta, premier ministre de l'Alberta, qui sont allés mercredi dernier sur Fox News donner des entrevues en faisant partie, eux, justement, du Team Canada, en disant, écoutez, là, il faut replacer les choses dans le contexte. On écoute. You could always become a state and those problems go away. But what did you make of that? Well, you know, the president has a good sense of humor. And, you know, it's a funny comment. I guess he's still upset that, you know, in 1812 we burnt down your White House and he's holding a grudge after 212 years. But I understand. I think President Trump has a great sense of humor. America is a very strong country. Canada is a very strong country. We want to stay strong partners, and I think that we've got so many common interests that ally us. Alors, offensive, donc orchestrée ou pas, mais Raphaël Jacob, donc c'est bien que des Canadiens, des premiers ministres dans ce cas-ci, première ministre, se fassent entendre sur Fox News, le réseau préféré de M. Trump. Absolument. C'est brillant stratégiquement, pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, ce n'est pas simplement des premiers ministres provinciaux, ce sont des premiers ministres conservateurs qui parlent le langage jusqu'à un certain point de la base de M. Trump. Et ce n'est pas simplement le fait d'aller à Fox, même si ça en soi, c'est brillant. C'est qu'on va aussi sur le terrain de M. Trump pour ce qui est de ses demandes. Ce qu'on avait entendu, rappelez-vous, Patrice, dans les premières heures suivant la menace initiale de tarif de 25 c'était une sortie presque groupale de commentateurs qui disaient on doit absolument convaincre M. Trump des bienfaits du libre-échange. Je comprends, mais la dernière chose dont il veut entendre parler, c'est d'un cours d'économie 101. Il veut et il sent avoir le besoin de se faire assurer sur les questions frontalières. Il y a plusieurs, depuis, porte-parole canadiens, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, qui sont allés sur ce terrain-là. Sans vous dire qu'on doit faire toutes les concessions du monde, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue tactique,
c'est très bien avisé. Oui, Catherine, une semaine plus tard, avec le recul, là, est-ce que cette rencontre-là, finalement, c'est difficile de voir des aspects plus négatifs pour M. Trudeau, que ça a créé une impulsion, et on en parle depuis une semaine, parce que c'est le gros sujet pour les 6 prochains mois, là, Catherine. Oui, mais je pense que quand même le coup de circuit dont on a parlé a pâli un peu, là. Ça l'a remis Justin Trudeau sur l'agenda des problèmes domestiques ici. On a vu des sondages comme celui de Angus Reid qui dit que finalement, les Canadiens, dans une grande majorité, trouvent qu'il faut sécuriser la frontière, il faut faire plus d'efforts à la frontière. Et en plus, ces sondages révèlent que la majorité des Canadiens trouvent que Justin Trudeau n'est pas la bonne personne pour négocier avec M. Trump. Mais je dirais que l'impression qui reste aussi, c'est que quand on parle de M. Ford et Mme Smith, le pétrole, c'est une exportation vers les États-Unis très importante, donc belle carte de négociation, si on peut le dire ainsi. Par contre, le commentaire de M. Ford sur le Mexique, moi, je trouve que c'était pas la chose à faire, de se mettre dans une position, de mettre la table pour dire, bien, on veut négocier à deux, il y a plus à perdre. Et le Mexique est un allié important et je pense qu'il doit rester définitivement dans un accord de commerce, quel qu'il soit dans le futur, là. Donc, je crois qu'on remet à l'agenda domestique des problèmes importants en frontières, fentanyl, criminalité. Il s'est écoulé beaucoup d'encre cette semaine sur qu'est-ce que c'est ces problèmes-là, quels sont les chiffres. C'est pas juste les chiffres aussi, c'est à l'intérieur des chiffres, quels sont les problèmes qui grandissent au Canada puis qui n'étaient pas là avant, comme d'être un producteur de fentanyl. Alors, l'étoile de M. Trudeau sur ça, je pense, a parlé. Et en fin de compte, M. Trump s'envole vers un autre pays que le Canada pour aller rencontrer d'autres leaders du monde. Oui, mais on n'a pas de cathédrale Notre-Dame ici. C'est quand même un événement extraordinaire à Paris, mais on va en parler plus tard. Mais Michel, je fais du pouce sur ce que Catherine vient de dire. Oui, il y a eu des problèmes à la frontière qui ont été identifiés. Production de fentanyl, ça c'est un autre problème en Colombie-Britannique, entre autres, important. En même temps, est-ce que M. Trudeau n'a pas réussi au cours de la semaine à ce qu'on se tire un peu moins dans le pied, là, qu'on crie très, très fort? Vous avez raison, M. Trump, tout est cassé ici, là. Oui, M. Trudeau est dans une situation, bien sûr, d'un leader en fin de mandat et au bout de sa corde de popularité, soyons clairs. Là, ça, c'est vrai. En même temps, c'est lui le premier ministre. Alors, avec qui Team Canada va aller parler aux Américains? Je ne parle pas juste d'aller parler à M. Trump, là, d'aller parler aux Américains en général. C'est avec M. Trudeau à la tête du contingent. Ça ne peut pas être autre chose pour l'instant. Et je pense qu'on a réussi à désamorcer quand même le coup de massue que M. Trump avait mis sur la table en disant 25 de tarifs sur toutes les importations par envoyer donc. Je pense qu'on a quand même dit 60 de votre pétrole brut vient de chez nous. Vous avez... il y a énormément de choses qui sont dans ce commerce-là. Aussi avec le Mexique. On parle beaucoup moins de laisser tomber le Mexique, là. Hein? On parle encore d'être à 3, puis c'est une bonne chose d'avoir un allié à cette table-là pour le Canada. Alors, et ça tombe sous le sens. Si M. Trump met à exécution sa menace, il va être le premier perdant parce que l'inflation va repartir aux États-Unis. 60 des fruits et légumes viennent du Mexique. Ça a un effet immédiat sur la facture d'épicerie des Américains. Alors, à un moment donné, juste désamorcer ça, je pense qu'une partie de ça a été faite par le sommet du pain de viande. C'était important de le faire. OK. Catherine, on en a beaucoup parlé. Je ne veux pas insister trop parce qu'on a fait après 4 panels là-dessus, sur l'attitude de M. Poilievre, mais quand même, je vous ai devant moi. Là, Catherine, est-ce que M. Poilievre aurait pu être aussi critique envers M. Trudeau en disant la frontière, il y a des choses à régler, il y a des choses à régler pour être plus agressif envers la production de fentanyl, etc., sans donner l'impression qu'il quittait le navire Canada puis qu'il disait débrouillez-vous, moi, ça ne me regarde pas, Catherine. Bien, en fait, c'est pas ce qu'il a dit, là. Et puis, le navire Canada, il est sur le plancher des vaches avec des électeurs pour en parler à tous les jours, là.
il a peut-être eu une moins bonne journée, mais il est revenu en disant ses messages habituels sur la frontière, ce qu'il a dit depuis longtemps. Dans le fond, ça lui donne raison un peu ce que M. Trump dit sur l'agenda avec les drogues de M. Trudeau et puis son Canada post-national, là. Et il s'est reviré de bord le lendemain et puis a attaqué le gouvernement en disant vous devez faire une mise à jour économique. Il a lié son agenda finalement, que ce soit la CAP sur la production de pétrole ou que ce soit la taxe sur le carbone, de taxer les Canadiens, à ce qui est en train d'arriver avec les Américains en disant ce gars-là va nous mettre dans une situation catastrophique. Très bien. Alors, on revient aux États-Unis, Raphaël. Hier, on en parlait. M. Trump qui défend, on va voir sur son réseau social Truth, qui défend encore sa nomination qui semble, hier on disait qu'il battait de l'aile, là. Donc, Peter Hegseth sera un fantastique secrétaire à la Défense, plein d'énergie, qui dirige avec charisme et compétence. Pete est un gagnant. Donc, il se dit, je vais aller le plus loin possible avec lui. Comment vous comprenez la manœuvre aujourd'hui? On avait plutôt l'impression qu'il était en train de le laisser tomber, là. Je comprends qu'il survit une journée de plus. Et chaque jour de plus est un jour qui compte. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de plus en plus d'une possible comparution devant le Sénat, où ça pourrait carrément jouer. Il y a certains de mes collègues qui, plus tôt dans la semaine, ont comparé ce qu'on voit avec M. Hegseth à l'épisode Brett Kavanaugh. Rappelez-vous, en 2018, lorsque M. Trump avait nommé sa deuxième personne là, à la Cour suprême, le juge Brett Kavanaugh, il y avait eu toutes sortes d'histoires, des allégations non prouvées, mais que certains trouvaient crédibles d'agression sexuelle lorsqu'il était plus jeune. Et ça s'était essentiellement, d'un point de vue politique, tranché devant le Sénat. Lorsque M. Kavanaugh avait comparu et avait été extrêmement combatif, c'est ça que ça avait pris pour... Il y avait peut-être un peu moins, pardonnez-moi de vous interrompre, peut-être un peu moins de squelette dans le placard dans le cas de Kavanaugh, là. Non seulement ça, mais il n'y avait pas tous les doutes qu'il y a autour de M. Hegseth au niveau de sa simple et élémentaire compétence. Le type peut-il même occuper les fonctions de secrétaire à la Défense? Donc, je suis loin de vous dire que sa nomination, elle est assurée de passer, mais elle survit une journée de plus. Et peut-être, je dis bien peut-être, que s'il peut comparaître et bien paraître en comparution devant le Sénat, il peut sauver les meubles. Mais de toutes les personnes que Trump a nommées, présentement, c'est lui qui est clairement dans la plus grande difficulté pour essayer de se faire confirmer. Catherine Loubier, et M. Trump n'aime pas reculer, là. Il n'aime pas reculer. Il va aller aussi loin qu'il peut, mais en même temps, il peut en prendre un autre dans 2 jours, puis on ne serait pas si étonné non plus. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de jeux de pouvoir là, qui peuvent s'effectuer pour éviter qu'il y ait l'odieux de la chose. Mais il faut dire aussi que je pense qu'il essaie de glisser vers 2025, comme l'a dit mon collègue Raphaël, dans le cas de Hegseth, parce que, si on se met après l'inauguration, le Sénat est occupé, il y a toutes sortes de petits pains au feu, et puis ça devient peut-être une des choses moins visibles, là. Mais il faut dire que là, il y a quelqu'un qui se bat pour demeurer là une journée de plus. Là. On dirait qu'on est dans un film de James Bond, mais c'est vraiment ça. Die Another Day. Mais il a un rendez-vous, je pense, avec M. DeSantis aussi. Là. Il essaie de dire j'ai quand même des plans B, mais je pense que ça va glisser peut-être jusqu'en 2025 dans son cas. Là. Et c'est peut-être là, Michel Sauger, qu'on va voir. On parlait d'adultes dans la pièce. Là, je remonte à la soirée électorale il y a 1000 ans. Michel, que sa chef de cabinet va pas peut-être finir par convaincre M. Trump. M. Trump, c'est pas une bonne idée, cette nomination-là. Mais il y a peut-être une façon de le prendre. On ne peut pas le prendre de front parce que c'est comme un bouc, là, Michel. Ce qui va compter, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de sénateurs républicains qui vont dire est-ce qu'il ne l'a pas? C'est quelqu'un qui n'a pas des compétences pour être... Il ne faut pas l'oublier, le ministère de la Défense aux États-Unis, c'est le plus gros employeur au pays. Voilà. Et donc, actuellement, tout indique que c'est très, très serré au comité du Sénat, qu'il va manquer des républicains, ça c'est certain. Est-ce qu'il y en a suffisamment qui vont voter contre sa nomination? Ça, c'est pas certain, mais à un moment donné, M. Trump ne veut pas non plus avoir ce problème-là sur d'être obligé de faire des concessions de dernière minute à des sénateurs ou je ne sais trop quoi pour avoir quelqu'un qui, à la fin, va arriver là en boitant. Il ne faut pas l'oublier. Déjà, c'est le cas. Et qui est remplaçable. Qui est éminemment remplaçable. Il n'y a absolument rien qui fait de Pete Hegseth
quelqu'un d'extraordinaire qu'on doit D'incontournable. absolument avoir. Exactement. OK. Puis il y a la sénatrice républicaine aussi, là, Joni Ernst, qui a été Exact. victime d'agressions sexuelles et qui a été dans l'armée, qui est une femme vétéran. Donc, elle personnifie un peu là, toutes ces Tout le deux malaise. histoires-là. Tout le malaise. Du problème. Oui, hein. le malaise. OK. Ouais. Parlant de malaise, Joe Biden avait dit « Je ne le ferai jamais. Je ne vais pas gracier mon fils parce que j'ai confiance au système judiciaire américain. » Et l'absence de confiance envers le système américain, on l'a vu depuis des mois, c'est les républicains, M. Trump. Et l'équipe de Trump dit « On n'a plus confiance au système. C'est une chasse aux sorcières. » Or, voilà que M. Biden gracie son fils. Et là, il va... D'abord, premier tour de table, avant de voir le tableau d'autres qui pourraient gracier préventivement. Tour de table sur Hunter Biden, Raphaël. C'est que c'est pas simplement le pardon. Vous y avez fait référence il y a un instant vous-même, Patrice. C'est l'argumentaire qui a été utilisé pour justifier le pardon, qui semble être un copier-coller de l'argumentaire que Trump sort depuis des années pour décrire le système de justice comme étant corrompu, comme n'étant pas fiable, etc. Donc, pour ce qui est de la désillusion, c'est difficile à battre comme décision, de un. Pour ce qui est des décisions potentiellement à venir, je laisserai la parole à Catherine et Michel d'abord, là, mais je vous dirais que ça pourrait être encore plus explosif. On ne réalise pas à quel point, là, mais il y a certains noms dans la liste qu'on a sortis, disons, qui seraient drôlement difficiles à accepter par bien des gens. Catherine, vous avez dû sourire, parce que beaucoup de républicains ont souri en disant « Mon Dieu, ils nous ont accusés de ne pas faire confiance au système de justice. » Et lui plaide qu'il n'a pas confiance au système de justice, qu'il a traité injustement son fils. Donc, vraiment, la non-confiance envers cette institution-là est quand même généralisée, Catherine. Absolument. Et puis bon, pour le fils Biden, je peux dire, il y a quand même une tradition ou une espèce de permission dans le passage entre deux leaders qui peuvent sans doute être acceptables là, par certains Américains. Là. Je parle des Américains, les voteurs. Mais franchement, pour ce qui est de pardonner des gens qui ne sont pas encore accusés, je trouve ça complètement inacceptable. C'est risible. Bon. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait voir en démocratie, franchement. OK, alors on va voir les noms. Alors, vous l'avez dit, Michel, expliquez-nous, vous l'avez dit. Là, on va peut-être préventivement pardonner à des gens qui pourraient subir le courroux de M. Trump. Donc, Liz Cheney, Anthony Fauci, le médecin, le super COVID, Mike Milley, Adam Smith, qui a été procureur contre M. Trump, et Jack Smith, procureur spécial également. Adam Smith, oui, le comité sénatorial. Schiff, pardonnez-moi. Bref, Michel C., là, on est... Est-ce que d'abord c'est inusité? Est-ce que ça se fait? C'est comme Louis XIV qui part, qui protège sa cour? D'abord, ça n'a pas de bon sens de faire autant de pardons préventifs, mais en même temps, ça n'a pas de bon sens de nommer Kash Patel directeur du FBI et de dire, parce que M. Trump le dit encore, je vais me venger. Ça, on n'a jamais entendu un président élu dire ça. Et si vous êtes le docteur Fauci, par exemple, vous pouvez quand même penser que ça ne sera pas une très belle journée, puis que pour Mme Cheney non plus, etc. Alors, il y a quelque chose là-dedans. Les deux ont fait une grosse erreur. D'une part, M. Biden, en pardonnant son fils, il mine la confiance dans les institutions. Et d'autre part, M. Trump en rajoute en disant « Moi, je suis là pour me venger ». Le mot « retribution » qu'il emploie très souvent, même depuis son élection, c'est pas un gage de société qui va bien fonctionner. C'est un gage d'un système de justice qui va être pire encore. Raphaël. Je suis vraiment d'accord avec Michel. La nuance, elle est importante des deux côtés, sans dire qu'ils sont équivalents et que c'est exactement la même chose. Il y a des reproches fondamentaux d'un point de vue démocratique qui peuvent et qui doivent être faits. J'ajouterais même une autre nuance, c'est-à-dire que, et il faut faire attention, parce qu'il n'y a aucune de ces personnes-là qui, pour l'instant, est graciée. Mais si jamais on avait une liste finale qui ressemblait à celle qu'on a, c'est pas vrai qu'on devrait toutes les mettre dans la même catégorie, dans le même bassin. Parce qu'aux dernières nouvelles, que ce soit Adam Schiff, que ce soit Liz Cheney, les vrais adversaires politiques de M. Trump, ils n'ont pas commis de crime que je peux personnellement identifier. Pour ce qui est d'Anthony Fauci, le type, on doit le dire clairement, il a menti sous serment devant le Sénat des États-Unis. C'est un crime. Et à la limite, même si vous êtes en désaccord avec ça, au minimum, il y aurait, dans l'intérêt public, quelque chose qui pourrait être parfaitement
jugé comme étant important d'aller enquêter davantage aux criminels pour tout ce qui est des liens qu'il avait et qui ont été dissimulés sur des années avec des scientifiques qui ont effectué des recherches de gain de fonction en Chine avec l'argent des contribuables américains et qui ont peut-être mené, ne serait-ce qu'indirectement, à la pandémie. On doit aller au bout de cette affaire-là. Et le fait que M. Biden puisse potentiellement le pardonner, ça voudrait dire qu'on met fin à toute possible enquête criminelle qui irait plus loin. Oui, c'est quand même pas lui qui a créé. Celui-là n'est pas Non, prouvé, je faut quand n'ai même pas le dit ça. dire. C'est pas prouvé, là. Ça, Je c'est n'ai pas dit la ça. vieille théorie. Oui, je sais que vous n'avez pas dit ça. Mais je Mais ce remets sont en des questions qui sont importantes, Patrice, auxquelles on n'a jamais eu de réponse. Ce sont des millions de personnes qui sont mortes, en plus de toutes les ramifications Très bien. catastrophiques d'un point de vue social. OK, je vous bouscule. Demain, M. Trump sera à Paris. On va voir les images. Avec M. Zelensky. Parce que là, Macron, souvenez-vous, au début, avant la guerre en Ukraine, a tenté de faire le médiateur, puis il allait à Moscou, puis il parlait à Poutine 3 fois par jour. Mais finalement, ça n'a pas marché du tout. Mais là, il invite Zelensky à Paris, et M. Trump sera là. Ils vont faire un... Est-ce qu'ils seront ensemble, les trois? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ah, Catherine... Bon, ben, Catherine ne veut pas parler de ça. Raphaël... important, ça peut être un moment important, Trump, Zelensky, Macron? Encore une fois, il faut éviter de faire de la spéculation, on verra. Ce qui est très inusité, vous utilisez le mot inusité il y a quelques instants, ce qui est extrêmement inusité, c'est d'avoir un président élu qui n'est même pas encore assermenté, qui rencontre de façon répétée plusieurs chefs d'État dans plusieurs contextes différents. Et